Merci, Monsieur Gautreau, de ce dernier témoignage. Donc, on a envie de dire longue vie au patois, qu'il soit vaudois ou d'autres régions. Merci de votre attention. Et je laisse le mot de la fin à Gilbert Coutard pour la synthèse de ces troisièmes rencontres réseau patrimoine. Merci à vous. On a organisé, je le rappelais ce matin, les troisièmes rencontres des patrimoines. Je crois que le défi cette fois-ci était encore plus important que les deux précédentes éditions. C'est de faire rencontrer des gens qui, en principe, ne se connaissent pas nécessairement, travaillent dans des domaines très distincts. On a l'impression qu'il y a une certaine élite intellectuelle, il y a des pratiquants, des amoureux du patrimoine, mais entre eux, et je pense que c'était une des idées qui sous-tend toute l'organisation et l'émission de Réseau Patrimoine, c'est justement le décloisonnement des patrimoines. On vient vers des domaines qu'on ne connaît pas nécessairement, mais les patoisans, dans quelle mesure sont-ils conscients qu'ils constituent aussi un laboratoire d'observation? Et il suffirait de rappeler, on l'a mis dans cette publication, les thèses universitaires, même étrangères, sur les parlers locaux vaudois. Donc il y a des thèses qui ont été faites en Allemagne, en Suède et en Suisse, mais des gens tout à fait extérieurs, et les dialectologues ne connaissent pas les frontières, s'intéressent à des domaines. On l'a vu aussi ce matin et cet après-midi, le côté affectif, peut-être émotionnel qui entoure une langue. Dans quelle mesure cet élément affectif recoupe les qualités du parler et les communautés, dans quelle mesure les communautés se retrouvent mieux dans une langue qu'une autre. Alors, par rapport à ce que disait M. Mounir, oui, une langue doit exister pour autant qu'elle ait une communauté, mais il faut encore une communauté pour parler le patois. Où est-elle? On ne peut pas la décréter et décider, le patois, on le réinstaure, ça sera dorénavant la langue que tout le monde doit parler. Donc ça, c'est des constats que l'histoire nous enseigne et c'était important. Je le remercie parce que c'est un chercheur qui entreprend depuis longtemps des travaux, peut-être de manière isolée, mais qui apporte cette perspective historique, de relativiser, de pondérer aussi tout ce mouvement. Et je crois que les derniers chiffres sont assez significatifs, de quoi pas autant. On est quand même, ça a été dit à plusieurs reprises, dans des phénomènes de globalisation, mais aussi dans des domaines de langue dominante, voire unique. Et le français se plaint aussi d'être une langue minoritaire dans beaucoup de domaines. Par rapport à quelle hiérarchie on se situe? Par rapport à quel territoire on lit nos points de repère? Alors je pense qu'une journée comme celle-là, plus la publication, en tout cas c'était le risque couru par notre association, qui n'est pas formée de spécialistes des parlers locaux, mais qui s'intéresse au phénomène, c'est aussi de revaloriser toutes les images qui entourent le patrimoine. Vous avez parlé d'une dévalorisation liée au patois, mais de manière générale, même si on a entendu des mots forts ce matin, mais on est entre nous, où sont les politiques lorsqu'on parle de patrimoine? Il y a une vision peut-être comptable, une vision opportuniste, mais dans quelle mesure le patrimoine est une notion de stratégie de carrière politique? Il suffit de faire parler M. Josselin pour se rendre compte le fossé qu'il y a entre la carrière d'un conseiller national, d'un conseiller aux États, et le patrimoine. Il rappelait ce matin qu'il y a peut-être 600 000, il y a 100 000 personnes qui travaillent dans les institutions patrimoniales, il y a des associations qui ont jusqu'à 600 000 membres, ce que j'ai eu de la peine à comprendre, pour le théâtre amateur. Mais est-ce que les gens du patrimoine aussi se montrent, agissent dans tous les secteurs pour être reconnus, se battent, aussi sur le plan politique, puisque très souvent c'est notre lait. Donc notre démarche à travers ces rencontres, c'est de médiatiser nos problèmes. Vous vous rendez bien compte qu'une journée comme aujourd'hui, elle reste une affaire d'une centaine de personnes. On a approché les médias, est-ce qu'on en parlera dans 2 jours, demain ou la semaine prochaine? Ils ont été en tout cas abordés.
mais on a un très gros effort pédagogique. Donc il faut absolument, si vous voulez, qu'on sorte aussi de notre simple diagnostic, à la fois rendre le sujet passionnant et à la fois s'expliquer avec les milieux qui ne comprennent pas nécessairement, et s'expliquer d'ailleurs à l'intérieur des patrimoines. C'est toute la démarche de notre association, c'est justement de faire rencontrer des patrimoines qui travaillent très souvent parallèles, qui s'ignorent, qui n'ont pas nécessairement les modes opératoires, qui n'ont pas nécessairement la même reconnaissance. On a fait sur les patrimoines émergents, vous avez des patrimoines institutionnalisés, vous avez des patrimoines fossilisés, vous avez des patrimoines qui émergent, puis il y en a qui disparaissent. Donc on n'est pas tous au même niveau. Donc jusqu'où porter la problématique des parlers locaux, des patois, dans les fonds patrimoniales, la notion formidable, et c'est cette grande famille qu'expliquait M. Josselin ce matin, c'est l'apparition sur le plan international. Les musées avaient précédé les bibliothèques et les archives, le patrimoine immatériel. Mais qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce patrimoine immatériel? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Le patois ne fait pas partie. C'est des produits liés à la langue, mais en tant que tel, il faudra sans doute se battre pour avoir cette reconnaissance. Et à partir de là, nous le verrons bien, si des mesures d'accompagnement sont possibles. Mais une fois de plus, notre idée, c'est que c'est une affaire collective et une affaire civique. Ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes, ce n'est pas qu'une affaire de laboratoire. Et en associant M. Tchoka, journaliste qui est aussi quelqu'un qui ouvre par ses émissions, l'espace 2, qui a longtemps ouvert sur les problèmes historiques, qui ouvrira sur d'autres problèmes, c'est qu'on a besoin de relais, de gens qui vulgarisent tous ces savoirs, des gens qui les colportent. On a fait un geste, entre guillemets, politique en déposant un numéro des documents. Vous le faites régulièrement avec votre publication, Amis du patois, mais c'est ce souci à la fois d'exister et de définir nos périmètres. Je garderai quand même cette image donnée par Bernard Crétin, dont on sent la fougue et le sens de la formule. Il faut arriver à le suivre, mais c'est aussi quelqu'un qui a levé des montagnes. Mais c'est cette mission que nous devons nous donner. Le patrimoine, c'est un héritage. Et un patrimoine qui ne se transmet pas, c'est un patrimoine qui est mort. Un patrimoine qui ne trouve pas de communauté pour le recevoir, pour l'accueillir. Peut-être qu'il paraîtra dormant pendant un certain nombre d'années, mais en tout cas dans le domaine des archives, je peux vous le dire, nous engrangeons aujourd'hui, mais la question viendra peut-être dans 50 ans. Et nous l'avons vécu à travers les questions sur la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas fait l'évaluation sur le moment, on l'a fait 50 ans plus tard. Est-ce qu'on avait documenté pour autant la période si on s'en était tenu simplement au constat du moment en disant il n'y a pas de besoin, donc on peut le jeter? La même chose avec d'autres patrimoines, c'est vraiment, nous comme association, mais surtout formés de responsables, c'est de permettre d'avoir les moyens de jalonner ce parcours pour que le patrimoine soit vraiment une affaire transmise, soit vraiment un héritage qu'on laisse à nos après-venants et qu'on lui laisse les clés aussi pour nous comprendre, même si nous ne sommes plus là. Je garde assez bien volontiers, je l'ai dit, cette image des hiéroglyphes égyptiens. Ils ont choisi un support pour témoigner. Pendant des siècles, on n'a peut-être plus compris leur langage, leur alphabet. On a percé leurs secrets. Ils continuent à témoigner. Et bien, c'est un peu le défi. Jusqu'où nous transmettons avec les clés, les codes, et jusqu'où Internet sera un mur contre l'oubli, alors qu'il est une compilation de multiples choses. Il y a un trop-plein qui fait aussi problème. Il faudra sauver l'essentiel. Et une fois de plus, déjà certains, et même de nombreux, se préoccupent de sauver tout ce qui se produit sur Internet. Il faudra encore trier. Où sera le patrimoine? On vous a donné par cette journée les documents, un domaine de recherche qui nous intéresse. On reviendra peut-être l'année prochaine, pas sous forme de rencontre, mais d'un nouveau cahier sur les formations en matière patrimoniale. Parce qu'aussi, pour permettre que le patrimoine existe, il faut faire reconnaître les fonctions qui vont avec. Et là, il y a aussi d'énormes défis où longtemps, certaines fonctions ont été dévalorisées ou assimilées à simplement l'amour du beau ou du patrimoine pour être un bon
spécialistes. Donc, vous voyez qu'on va dans tous les sens, mais notre mission, ce n'est pas de dégager une vision passéiste, nostalgique, c'est simplement de permettre le débat, l'échange, et puis surtout d'éviter ces ostracismes et ces phénomènes d'exclusion en disant qu'on soit patoisant universitaire, qu'on soit de l'archéologie ou de l'histoire, on devrait partager la même démarche pour sauver ce qui fait le fondement de nos vies, de notre région, et peut-être, comme le disait, mais avec une tendance plutôt négative, d'une nation. En tout cas, je vous remercie de votre attention et merci d'avoir été aussi fidèle pour toute la journée. Je remercie M. Pierrier et tous ses collègues, et surtout la vague de jeunesse qui arrive. Ça a été aussi une découverte de Mme Charmet et M. Gautreau. Je remercie M. Tchoquin. Je remercie un des conférenciers qui a pu rester, Norbert Fuhr, et puis à travers vous, je remercie Jean-Frédéric Joselin qui est chargé de mission. Il vous a entendu, on espère qu'il n'aura pas oublié ce qui s'est dit ce matin, et Bernard Crétin dans sa faute qui vous a donné une vision aussi décoiffante, mais que j'espère stimulante pour qu'on poursuive le débat ces prochaines années. Je remercie enfin mes collègues qui ont permis la réalisation de cette journée, et puis le technicien patiemment qui a dû faire face à différentes situations pour que dans cette eau-là, nous ayons l'occasion de partager un bon moment et surtout qu'il en reste quelques traces pour ces prochaines réflexions. Merci beaucoup.